Bonjour à toutes et bonjour à tous, racleurs de donjons. Aujourd'hui, je viens vers vous pour la dernière partie de ma série en fait consacrée aux classes de Dungeon Crawl classique. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière classe que je n'ai pas couverte, c'est-à-dire de l'elfe. L'elfe, je rappelle que les classes non humaines à Dungeon Crawl classique ne sont, comment dire, que les non-humains à Dungeon Crawl classique sont une classe à part entière. Donc vous n'aurez pas d'elfe guerrier ou d'elfe voleur. Non, vous jouez un elfe, point, et ça suffit en lui-même. Bien, alors nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il a de particulier et par rapport aux autres classes de DCC. Alors l'elfe, comme dans toutes les, quasiment toutes les fictions d'Heroic Fantasy, est un être euh, je ne vais pas dire immortel, mais qui est capable de vivre des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et cette extrême longévité lui a permis à la fois de maîtriser la magie et à la fois des compétences martiales. Donc en fait, l'elfe à Dungeon Crawl classique est un mélange du sorcier, hein, il est aussi presque aussi fort qu'un magicien, au niveau de la magie, mais il connaît également en fait le maniement des armes. Alors, au niveau de ses compétences basiques, pourquoi tu es à l'envers, toi? Moi j'aime bien qu'on vous regarde. Au niveau de ses compétences basiques, donc au niveau des points de vie, il a un des... Alors je vais le comparer au mage, hein, parce que c'est la deuxième classe qui permet de lancer en fait des sortilèges. Donc lui, il a un des 6 points de vie. Le mage en avait un des 4. Au niveau de la maîtrise, il maîtrise l'arc court, l'arc long, le bâton, la dague, l'épée à deux mains, courte ou longue, le javelot et la lance. Et on vous dit que les elfes portent souvent une armure de mithril, même si cela affecte le lancement de leur sort. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, les elfes en fait, sont sensibles au fer. Hein. Donc ils ne porteront jamais d'armure de fer, mais des armures de mithril. Alors dans DCC, le mithril, c'est pas le mithril de Merp, hein. Ça va pas vous donner des bonus, ça va rien donner du tout. Sauf que ce n'est pas du fer, et donc les elfes vont porter du mithril. Après, quitte au juge d'attribuer des caractéristiques et des hors du commun au mithril, mais ce n'est pas explicitement dans les règles de DCC. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, voilà, on vous dit que vu que leur vie extrêmement longue les pousse plutôt vers des êtres neutres, hein, qui vont pas trop se mêler des affaires des autres, voire chaotiques. Chaotique, ça ne veut pas dire qu'ils vous sont pour le mal ou quoi que ce soit. Hein. Chaotique, ça veut dire que ça va être des êtres qui vont surtout penser à eux. Ça, c'est pour les elfes d'une manière générale. Alors, au niveau de la magie, ils sont quasiment aussi puissants que les sorciers humains. Hein. Donc, vous verrez, ils connaissent peut-être un petit peu moins de sorts par niveau, mais à part ça, ils ont les mêmes talents pour lancer des sorts. En capacité spéciale, ils ont quoi? Ils bénéficient de l'infravision, ils peuvent voir jusqu'à 18 mètres. Ils ont des immunités, ils sont immunisés au sommeil, au sort de sommeil, et ils sont immunisés à la paralysie. Par contre, ils sont sensibles au fer. Un contact direct leur met des brûlures. Euh, comment dire euh, Bien qu'ils soient sensibles, ils ne vont pas prendre plus de dégâts parce que vous leur tapez avec une épée en fer, hein, c'est sur la longueur. Par exemple, vous les attachez par contre avec des menottes en ferraille, ils vont commencer à ressentir un inconfort, puis une brûlure, puis une très grosse brûlure, et enfin voilà, vous voyez un peu l'idée de la chose. Ça, c'est la vulnérabilité. Et ils ont tous leurs sens qui sont surdéveloppés. Les elfes sont astucieux et observateurs. Ils ont plus 4 pour détecter les passages secrets, ce qui peut être quand même utile. De plus, lorsqu'ils passent à moins de 3 mètres d'un passage secret, ils ont le droit à un jet, même sans le chercher, qui va leur permettre de détecter ce passage secret éventuel. Voilà, voilà. Oui. Ah oui, ils ont une chose sur la chance que n'a pas le sorcier, c'est-à-dire au niveau 1, ils peuvent choisir un sort qu'ils possèdent et appliquer euh, le modificateur de chance à ce jet d'incantation
sur ce sortilège. Donc ça, c'est quand même une particularité qui peut être assez intéressante, surtout si l'elfe a beaucoup de chance, en fait. Voilà. Je vais vous montrer quand même, voilà, le tableau de progression de l'elfe. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez, il y a quand même des bonus d'attaque. Alors, il est moins fort qu'un guerrier, certainement moins fort qu'un nain, mais plus fort qu'un mage au niveau du combat. Vous allez me dire, ça, c'est pas compliqué. Et je voulais vérifier quelque chose. Et il est... Ouais... Niveau 5 plus 3, niveau 5 plus 3, niveau 7 plus 4, niveau 7 plus 5. Ouais, il a à peu près l'équivalent d'un voleur au niveau du combat. Sauf, bah, il est un peu plus faible qu'un voleur au niveau du combat parce qu'il va taper que sur la table 2 des critiques, lancer des dés inférieurs, mais comme je disais tout à l'heure, par rapport à un mage, il est beaucoup plus puissant et plus résistant du coup. Il connaît un peu moins de sorts, hein. Vous voyez, un sort connu au niveau 1, c'est 3, alors que le mage, c'est 4. Et il a, comme le mage, en fait, des bonus de save sur sa volonté. Voilà. Donc ça, c'est à peu près pour les différences de l'elfe, parce qu'en fait, le reste, au niveau de la magie, c'est exactement la même chose que la classe du mage. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visionner toute la partie magie que j'ai faite sur la classe du mage. Je ne vais pas revenir ici dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire une redite. Par contre, je vais quand même développer 2-3 bricoles que j'ai omis dans la classe du mage. Pourquoi? Alors déjà, au niveau des sorts, enfin de la fonctionnement de la magie, il faut que je vous parle de la concentration, il faut que je vous parle des armures aussi, vu que les elfes peuvent avoir des armures, et il faut aussi que je vous parle des patrons, parce qu'en fait, l'elfe a quand même une différence fondamentale avec le mage, il connaît un peu moins de sorts, mais il en a 2 en plus, et 2 automatiquement, qui sont liés à un patron, et invoquer un patron. Ce que le mage n'a pas automatiquement, et qu'il compte dans ses sorts. Lui, l'elfe, ne le compte pas. Donc voilà, je vais un peu développer tout ça maintenant. Alors, pour un mage ou un elfe, porter une armure va provoquer des difficultés à invoquer correctement les puissances magiques. Et en fait, comment ça se traduit dans des CC, hein, donc n'importe quel mage, n'importe quel elfe, enfin là on parle de l'elfe, n'importe quelle personne qui est capable de lancer un sort profane, hein, les clercs c'est à part, se voit infliger la pénalité de l'armure à leur jet d'incantation. Hein, donc, si par exemple, un elfe avec une cote de maille, bah, à chaque fois qu'il va lancer un dé 20 plus son niveau d'incantateur, comme je l'avais expliqué au niveau du mage, bah, il va avoir un malus de -5 pour lancer son sort. Ce qui est quand même énorme. Alors, à moins que, effectivement, peut-être qu'un elfe de haut niveau, ou alors avec éventuellement des objets magiques pourra se le permettre, mais sinon, votre sort est voué à l'échec et vous êtes voué à la catastrophe très rapidement, parce que le 1, comme je n'ai peut-être pas précisé dans le mage, le 1, c'est pas un 1 net, c'est un 1 avec les modificateurs. Donc si vous faites 3 et que vous avez -5 de modificateurs, et bien alors là, c'est un fumble et vous risquez effectivement la souillure du patron, la corruption et tout le bazar qui va avec. Bien, alors ça c'est pour les armes. Murs, armure. 2-3 choses que je n'avais pas évoquées en fait dans le mage au niveau de la magie. Je ne vous ai pas parlé de la concentration. C'est-à-dire il y a certains sorts qui nécessitent en fait de la concentration et un mage ne peut pas prendre une autre action que celle de se déplacer de la moitié de son mouvement. S'il prend des dégâts, s'il court ou ce genre de choses, il est obligé de faire un jet de sauvegarde de volonté avec une difficulté de 11. S'il le rate, le sort est automatiquement raté, sa concentration est brisée. Enfin, le sort ne passe pas, quoi, en fait. Il n'est pas raté, c'est-à-dire il n'est pas perdu, mais le sort n'est pas lancé. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, il est possible, dans la magie, d'inverser les sorts. Par exemple, il y a un sort de réparer. On peut l'inverser pour faire endommager, par exemple. On peut éventuellement, donc, inverser un sort. Alors là,
Par contre, il y aura, si on veut inverser, il y a des sorts, je ne sais pas comment on pourrait les inverser, genre le mur de flamme, l'inverser, je ne vois pas. Mais enfin, dans des cas particuliers, on peut éventuellement inverser un sort, ce qui va peut-être demander un peu de travail au juge pour déterminer l'effet de ce sort s'il est inversé. Mais sachez qu'on peut le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pénalités des armures, j'en ai parlé. Et oui, et donc là, je vais vous parler quand même des patrons, parce que c'est quand même assez important pour les lanceurs de magie profane. Donc les patrons, en fait, il y en a un certain nombre d'exemples, en fait, dans le livre de base. On va retrouver la page, elle est pas là, bien entendu. Voilà. Alors là, je me suis ouvert sur le patron le roi des terres elfiques, vu que je suis en train de parler de l'elfe, mais en sachant qu'il y en a d'autres, qui peuvent, dont les autres mages, ou même les elfes. Hein, les elfes ne sont pas obligés de choisir le roi des terres elfiques, ils peuvent choisir un autre patron. Donc comment est présenté un patron? Donc un patron, c'est... vous voyez, un clerc va être dédié à un dieu, hein, le dieu va construire des temples, etc. Sauf qu'un patron, non. Un patron, c'est une entité surnaturelle. Ça peut être un démon, ça peut être un roi démon, ça peut être, par exemple, nous avons en patron le roi des Batraciens, nous avons donc le roi des terres elfiques, par exemple, qui ne sont pas des dieux, mais vraiment des êtres surnaturels auxquels le mage ou l'elfe, le lanceur de sorts en tout cas, peut appeler, peut se lier et avoir une inspiration avec ce patron. Donc le patron, en fait, qu'est-ce qu'il est? Voilà, il est présenté comme ça. Nous avons le résultat, parce qu'il y a un sort, invoquer un patron. Hein, parce qu'il faut déjà le lier. Il faut déjà lier il faut déjà que le personnage se lie à un patron avec le sort lié à un patron. Il peut éventuellement changer, qui peut ou pas provoquer le courroux du précédent, hein, au bon vouloir de l'arbitre. Donc vous avez quoi en résultat? Vous avez invoqué un patron et vous avez une table des résultats. Qu'est-ce qui se passe quand on invoque un patron? Et alors on peut aller jusqu'à que le patron invoque un avatar, genre le roi des terres elfiques, si vous faites entre 12 et 13, ce qui n'est pas terrible. Le roi des terres elfiques répond à la supplique de celui qui l'appelle, mais il est rapidement distrait par d'autres affaires. Il n'y a pas que vous. Le mage reçoit un bonus de plus 4 à sa prochaine attaque, son prochain jet de sauvegarde, test de compétence ou test d'incantation. Par contre, je ne sais pas si vous faites 30, par exemple, le mage devient un paladin sylvestre auréolé de lumière au service des terres elfiques. Pendant un des 8 plus son niveau d'incantateur, le mage, ainsi que 3 de ses alliés au choix, reçoivent un bonus de plus 4 à la classe d'armure, à tous les jets de sauvegarde, plus 3 au jet d'attaque, de dégâts, au test d'incantation, et réussissent automatiquement leur test pour récupérer les corps. Vous voyez que on peut arriver, on invoque vraiment une entité surnaturelle qui est capable de vous rendre fier service. Par contre, quand on tombe sur souillure du patron, je vous renvoie à la vidéo sur le mage, dans ce cas-là, pour chaque patron, vous avez une table pour vous montrer ce qui arrive. Souillure du roi des ailes, par exemple, si vous faites un, je vous donne des exemples, le mage est saisi par une attirance inexplicable pour les forêts et les terres elfiques et aspire à visiter ces terres mythiques. Et ça peut aller jusqu'à le mage est facilement distrait et lutte pour maintenir sa concentration, blablabla, blablabla. Le mage voit en permanence des petits êtres farfadets et lutins. Et enfin, vous voyez un peu ce que c'est la souillure du patron, ça va être une nuisance plus ou moins forte, mais c'est encore pas catastrophique, mais qui va toujours être en rapport avec le patron que vous avez grâce à ces tables différenciées entre les différents patrons que les mages auxquels les mages peuvent se lier. Vous avez une table sur les brûle-sorts, parce que, alors, comme je vous avais dit, pour les brûle-sorts, vous pouvez lancer, si vous êtes lié à un patron, chaque patron a une table de brûle-sorts spécifique. Donc là, par exemple, pour le roi des elfes, pour aller au bout de son brûle-sort, le mage doit trouver un jeu de mots, une énigme ou une rime qui plaise au roi des terres elfiques. Si le roi est diverti, le personnage joueur n'a pas besoin de consommer des points de caractéristiques.
Sinon, il doit en payer le double. Vous voyez, vous avez des petits trucs comme ça, quand même, qui sont rigolos. Ça, quand même, ça agrémente vachement une table. Ça vous donne des souvenirs après. Moi, c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup. En plus de ça, chaque patron va vous donner accès à certains sorts que les autres invocateurs ne pourront pas, n'auront pas. Alors, par exemple, donc le roi des elfes, il va avoir marche sylvestre, il va avoir corps de guerre des terres elfiques, rêverie, il va avoir quoi d'autre? Et il va avoir, c'est tout en fait. Voilà. Donc là, il y a 3 sorts supplémentaires. Alors, ce pas des sorts que vous connaissez automatiquement, mais c'est des sorts que vous pouvez apprendre qui sont vraiment liés au patron auquel vous êtes lié. Et donc ça, on a toute cette partie qui va encore, on va dire, je ne vais pas dire spécialisé, c'est pas le terme, qui va colorer encore plus votre personnage quand il est lié à un patron. Et ça vous évite d'avoir en fait des sorciers ou des mages un peu génériques. Et ça, c'est plutôt bien fait. C'est encore quelque chose dans DCC que j'aime beaucoup. En fait, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas dans DCC. Enfin, il n'y a rien que j'aime pas en fait. Non, en fait, ce jeu est génial, c'est clair. Donc voilà, mes amis, là, cette fois-ci, nous arrivons au bout des vidéos qui traitent des classes de Dungeon Crawl classique. Hein. Je viens de terminer avec l'elfe. Donc l'elfe a un personnage moitié mage, moitié guerrier, plus mage que guerrier quand même. Hein. Il est quand même nettement moins fort qu'un guerrier, qu'un nain, mais il peut quand même donner un coup de main au niveau du combat, et il est au moins aussi fort qu'un mage. Donc en fait, euh, oui, il est au moins aussi fort qu'un mage. Pourquoi? Parce que déjà, il est lié à un patron. Il a déjà les 2 sorts qui lui permettent de lier un patron et d'invoquer un patron, ce que le mage n'a pas automatiquement, ce qui est quand même 2 sorts supplémentaires, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà pour l'elfe. L'elfe a un personnage très intéressant également. Et en fait, donc, pour conclure toute cette petite série, je dois dire que les classes de DCC sont vachement bien pensées. Chaque classe a sa particularité. Vous n'allez pas jouer une classe comme une autre, aucune. Ça vous permet d'avoir des offres de roleplay absolument fantastiques et une interaction à votre table qui est pour moi assez géniale dans le monde de l'heroic fantasy. Donc voilà, je termine ceci. Donc ma petite présentation de toutes les classes de Dungeon Crawl classique. Un jeu extraordinaire pour ma part au niveau médiéval fantastique. C'est pour moi depuis que je l'ai découvert, c'est clair, c'est ma référence médiéval fantastique, il n'y a aucun doute. Si cette série a pu vous plaire, a pu vous amener de la curiosité à DCC, bah, j'aurais atteint mon objectif. Et en tout cas, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusque-là. Parce que mine de rien, ça fait 8 vidéos que je vous bassine avec ça. Et je suis bien content que vous m'ayez accompagné jusqu'au bout de cette présentation. En tout cas, merci à toutes, merci à tous. Et comme d'habitude, mettez-moi un petit abonnement, un petit commentaire, un petit partage, activez la cloche et contribuez à l'évolution de la chaîne. Merci, à bientôt.